Le Centre de l'imaginaire arthurien, c'est une association de droit 1901, reconnue économie sociale et solidaire, qui donc a été créée en 1988 à Rennes par des érudits, au premier rang desquels Claudine et Hervé Glo, écrivains, conférenciers, et qui regroupe, qui a vocation à regrouper tous les gens qui, de près ou de loin, s'intéressent à la matière de Bretagne. Nous sommes là par un concours de circonstances, mais on dirait un hasard, mais comme il n'y a pas de hasard, un jour je me promenais sur la pointe là, du lac là, avec un ami. Le château était ouvert exceptionnellement parce qu'à cette époque-là, l'ouverture était réservée aux pêcheurs ou aux promeneurs du dimanche occasionnel. Mais l'ouverture n'était pas régulière. Et on rêvassait sur cette pointe-là en se disant, mais quand même, ici, c'est le pays du roi Arthur, c'est le pays, c'est le lieu idéal pour rendre concret ce qu'on avait en songe. L'ouverture du château de Compère pour cette nouvelle saison. C'est reparti pour un tour jusqu'au 31 octobre. Voilà, maintenant Compère ouvre du printemps jusqu'à la Toussaint. Alors vous savez, il y a la rencontre d'un lieu et le rêve qu'on échafaude autour de lui, et puis la réalité. Et la réalité, bon, nous n'étions aucunement ni maîtres des lieux, ni même familiers des propriétaires des lieux. Le soir, nous rentrons après cette promenade, et Claudine, ma femme, me dit, tu sais, on pourrait exposer au château de Compère pendant un mois cet été. On fait des yeux un peu ahuris quand même, on dit « Ah bon, comment ça se fait ?» Madame Ferrand, grâce à monsieur de Kersabiec, nous accueillerait pendant un mois, à condition, bien sûr, qu'on ne fasse pas de dégâts aussi. Et le centre est né à ce moment-là. Et là, c'est une aventure, une vraie aventure avec un grand A. Dans tous les contes de fées, dans tout le merveilleux, lorsque tu doutes, tu ne sais pas, que tu te confies aux faits, il suffit qu'on ouvre une porte pour qu'un tas d'autres portes viennent et s'ouvrent, etc. On a fait un film sur John Borman, qui a réalisé le film Excalibur, et qui dit, ben voilà, moi si vous voulez, si vous ouvrez le château, moi je vous prête, je vous donne toutes les armes et les armures, l'épée, le Graal, Excalibur, etc., pour l'exposer. Et donc avec Claudine Glo, on part en Angleterre récupérer les armures, les épées, etc., etc. Et on revient, et avec rien, si, pas que rien, parce que John Borman vient et nous offre non seulement sa participation, mais il présente son film, etc. Et donc là, va naître le Centre de l'imaginaire arthurien. Et là, comme il y a une espèce d'éveil du merveilleux, tous les dessinateurs qui s'intéressent à la féerie, tous les auteurs qui s'intéressent à la féerie, à un lieu magique, vont se retrouver. Je m'appelle Séverine Pinault, je suis artiste peintre et je suis arrivée en fait sur le pays de Pleuhermel et cet endroit particulier en Brocéliande parce que j'ai été invitée d'honneur des rencontres de l'imaginaire du Centre de l'imaginaire arthurien au château de Compère il y a une petite dizaine d'années. Et donc ça a été une rencontre, ça a été un contact et ça m'a permis de me fixer sur ce pays et de faire sa connaissance en fait. On connaissait plus la côte et on connaissait moins cette région plus de l'intérieur des terres et en fait on en est tombé tout à fait amoureux. Je participe régulièrement comme auteur de livres et artiste peintre aux expositions et aux manifestations. La maison étant très proche, on accueille régulièrement des artistes, des dessinateurs, on relaie un petit peu l'association pour l'accueil des invités et ça permet beaucoup de rencontres. L'année dernière, on a eu par exemple un cadeau formidable, on a eu Alan Lee, le dessinateur du Seigneur des Anneaux, qui est venu manger à la maison. Et ça, comme c'est une de mes idoles personnelles, ça a été un grand moment, je dois dire. Le Centre arthurien, avec 400 membres, 50 bénévoles actifs, a voulu dès le début développer son action en deux directions, c'est-à-dire d'un côté parler sérieusement des légendes,
hein, pour éviter voilà, tout ce qu'on entend sur Brocéliande et de l'autre côté, eh bien continuer à faire rêver et à enchanter autour de ce monde-là. Donc d'un côté, expliquer, en se basant sur le travail des universitaires, passer le savoir, et puis de l'autre côté, diffuser et créer autour de ça, continuer à créer autour de ça. Voilà. Il y a des sacs d'or et d'argent. Vous aimez bien ça, vous les humains, l'or et l'argent. Je m'appelle Dame Enora, je suis conteuse en Brocéliande. Dame Enora parce que c'est joli à l'oreille et que je suis très sensible aux mots étant conteuse. Je ne veux plus vivre, je veux m'en aller. D'ailleurs, c'est le bon endroit. Là, je vais me coucher et je vais attendre qu'on me le ramène. Et comme ça, on sera ensemble. Alors, j'ai 2 participations différentes au Centre de l'Imaginaire arthurien. J'y suis en tant qu'adhérente, parce que je trouve que c'est un endroit où on va trouver d'abord toutes les légendes qui sont liées à Arthur. Et ici, on est quand même dans un lieu de prédilection en Brocéliande, même s'il s'agit de légendes. Et puis parce que je suis quelqu'un qui lit beaucoup et que j'aime la bibliothèque qu'ils y proposent. Ils ont une qualité d'ouvrage qui me plaît vraiment, dans laquelle on peut piocher. Alors moi, je suis en train de préparer pour l'ouverture, de remettre en place la grande librairie, donc de repréparer les différents rayons. Une librairie dont on est très fiers, hein, c'est une des raisons d'être du Centre arthurien de pouvoir vous proposer cette sélection d'ouvrages. Il y en a, les filles, 600 ? Ouais, aux alentours de 600, ouais. 600 livres triés sur le volet, lus et relus. Alors là, vous avez par exemple les textes fondateurs de la légende, des recueils de contes, des beaux livres d'images, des bandes dessinées, tout ce qui est livres pour enfants, pour ados ici. Et puis on a rentré par exemple cette année la très belle collection de la NRF de Gallimard qui s'appelle L'Aube des peuples, sur tous les grands récits fondateurs de l'humanité. Dans le Centre imaginaire arthurien, ce qu'il y a d'intéressant et de particulier, c'est qu'il y a d'un côté ce qu'on va appeler le virtuel, où là tout est possible, tout peut être dit, tout peut être inventé. Et puis vous avez des gens qui sont extrêmement pointus, qui vous parlent d'ouvrages très clairs, de périodes très précises. Ils sont tous très humbles, bien ayant vraiment des connaissances très pointues, ils vous parlent de cela vraiment avec beaucoup d'humilité. Il n'y a pas de « moi je sais ». Et alors, le formidable de tout cela, c'est que toute connaissance ne sert à rien si elle n'est pas partagée, et que leur bonheur à tous, c'est de partager sans arrêt. Alors, le Centre arthurien déploie beaucoup d'activités, peut-être un peu trop. On fait beaucoup de choses. Alors, notre terrain de jeu privilégié, c'est bientôt le château de Compère, le territoire de Brocéliande, en tout cas la forêt, et puis plus largement, on a aussi une vocation à développer culturellement, touristiquement, c'est pas un gros mot toujours, le pays. Mais ça ne s'arrête pas là, nous on a vocation d'être un centre culturel dédié à la légende arthurienne, donc on va partout où on peut nous inviter, on a eu des projets européens, on est allé à l'étranger de nombreuses fois, donc notre action ne se limite pas au territoire de la forêt de Brocéliande physique, disons. Qu'est-ce qu'on y fait? C'est une œuvre de médiation d'abord du patrimoine culturel immatériel qui est le patrimoine légendaire arthurien. Donc on va avoir une exposition, une scénographie importante qui ouvre tous les ans de mars à octobre, on va dire, où on accueille près de 40 000 personnes par an. Et sur ces 40 000 personnes, il y a un petit quart de scolaires. Donc il y a ça, les expositions, les visites, et après bien sûr tout ce côté diffusion de spectacles. Donc il y a des grands temps forts à l'année, et puis des moments insolites comme des pianos flottants, des danseuses dans les arbres, des siffleurs d'oiseaux qui improvisent avec les oiseaux, des choses comme ça. Donc a priori ce qui est intéressant aussi c'est que, et j'en reviens à une de mes marottes qui veut que Brocéliande et l'imaginaire soient un espace de liberté et de résistance, on chérit chèrement notre liberté et on peut à peu près se permettre n'importe quoi et ça on aime beaucoup.
Pourquoi l'imaginaire? Parce que c'est nécessaire. L'imaginaire n'est pas le mensonge, dirait un professeur d'université avec lequel on travaille. Ça, c'est vachement important. Il faut le dire et le redire tant qu'on peut. L'imaginaire n'est pas le mensonge. C'est des mythos, comme diraient les ados, mais c'est pas grave. Et voilà, notre boulot, c'est d'expliquer tout ça. Parce qu'on est là pour aussi revenir à l'essence de l'imaginaire, ce sont ces images mentales que chacun a dans sa tête. C'est pas forcément le dragon prémâché de Disney qui est le produit d'un certain imaginaire. Non, on fait tout ce travail-là de voir l'archéologie de l'imaginaire, on repasse par le 19e, qui est important bien sûr, on repasse par le Moyen-Âge, on revient au mythe fondateur, et c'est montrer toute cette épaisseur de l'imaginaire en disant, voilà, on ne crée pas de rien non plus, même si ces choses-là n'ont pas d'existence tangible, elles veulent quand même dire quelque chose. Et si toutes ces histoires, tous ces symboles qui surnagent depuis des milliers d'années sont arrivés jusqu'à nous avec une fraîcheur d'ailleurs incroyable, hein, parce que c'est ce qu'il y a de plus vendeur, j'allais dire, pour des choses comme Hollywood aujourd'hui. Si vous regardez les plus gros cartons d'Hollywood, c'est quand même d'abord de l'imaginaire. C'est Harry Potter, c'est Tolkien. Pourquoi? Parce que ça répond très certainement à un besoin extrêmement ancré en nous. La raison est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Non, pas d'agressivité, on reste calme. Nous sommes devenus des locataires du château, donc évidemment le bâtiment, le gros œuvre, c'est la tâche du propriétaire. Mais nous mettons en œuvre toutes les expositions, ce qui est un gros travail. Et parce que le château, évidemment, n'est pas occupé l'hiver, donc vous savez, quand vous reprenez possession des lieux, il y a tout un tas de travaux, tout un tas de... Et puis, il y a le désir aussi de présenter chaque année quelque chose de nouveau. Donc ça nous entraîne à reconstruire des scènes, à reconstruire quasiment des salles également. Les bénévoles, vous avez vu, sont à pied d'œuvre. Alors parfois, ils font du bruit. Ils utilisent le marteau, la hache, non pas la hache, mais le marteau, la perceuse. Bonjour. Bonjour. Je veux savoir ce que vous êtes en train de faire, s'il vous plaît. On est en train de clouer les panneaux au mur, là, tout le long de l'escalier, en fait. Et pour le moment, c'est tout. Parce que sinon, les panneaux ne tiennent pas? Bah non, les panneaux ne tiennent pas, non. Mais on va avoir besoin, je pense, d'échelles pour aussi clouer le dessus des panneaux, en fait. Parce que, bon, en très peu de temps, nous avons à régénérer, si vous voulez, à redonner du souffle à ce géant endormi pendant l'hiver. Et heureusement que nous sommes une association, et une association qui compte plus de 300 membres. Et parmi ces membres, il y a beaucoup de bénévoles, des gens très discrets que vous ne voyez pas en grand arroi, si vous voulez, pendant l'été, parce que là, ils sont contents de voir fonctionner le château, mais l'hiver, c'est plus ingrat. Donc, il fait froid là-dedans, il fait parfois très humide, alors les murs transpirent, ça pose des problèmes pour les peintres, ça pose des problèmes, mais je pense que tout ça se déroule dans un bon enthousiasme et le grand remerciement. Vous savez, ici, on est loin des centres urbains. Donc, quand vous êtes loin des centres urbains, ça veut dire que vous devez faire avec vos propres moyens. Les petites communes, ici, n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, il faut compter sur vos propres forces. Et les propres forces, ce sont tous les bénévoles qui participent à l'action à la mise en œuvre des expositions, aux fêtes du château. Voilà. C'est ça que je voudrais souligner. C'est cette espèce
de fraternité arthurienne qui s'est créée autour de ce thème-là. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au centre de l'imaginaire arthurien? Eh bien, de toujours avoir des gens pointus qui viennent s'accrocher, non pas comme des berniques sur un rocher, parce que ça deviendra un peu lourd à porter, mais comme étant des plus à toujours apprendre. Alors on a des illustrateurs, on va avoir d'autres personnes qui vont être dans des conférences, qui vont nous apporter un éclairage sur l'Ankou, par exemple, qui est quand même un personnage chez nous dont tout le monde devrait avoir peur, puisque nous allons tous passer dans ses mains un jour ou l'autre. Je souhaiterais que ce soit le plus tard possible pour nous tous, mais nous irons. Nous sommes des invités ici. Et bon, c'est vrai qu'on a pris un peu nos aises dans les lieux. Je pense que sans ce paysage-là, le monde arthurien breton serait vraiment incomplet, quoi, hein. C'est ce qui est un peu Brocéliande, c'est ce qu'à mon avis les gens viennent chercher ici, c'est-à-dire que les gens qui s'y installent d'ailleurs, comme moi, ou les gens qui viennent la visiter ne serait-ce que pour une journée, c'est une espèce de respiration extérieure. La forêt, même si elle est jardinée comme on dit, mais voilà, c'est pas faut traverser là, faut pas traverser là, attention, les voitures, les feux rouges, comme notre monde qui est entièrement cadenassé. La forêt est un espace de liberté, et elle l'est depuis des milliers d'années, hein. C'est un peu le syndrome Robin des Bois. Mais c'est aussi une liberté intérieure, une liberté justement d'imaginer et de croire en sachant qu'elles ne sont pas vraies, ça c'est très moderne, de décider d'y croire. Et c'est pas grave, et ça fait du bien, et pendant une journée on va emboîter notre pas dans le pas des lutins ou dans le pas des chevaliers d'antan, et puis juste pour se faire plaisir, mais c'est déjà...